C'était très 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 dur parce que effectivement je joue la demi, je suis remplaçant et avec Guillaume Boussès on va manger des fruits de mer. Quelle connerie, tu vois, c'est le manque d'expérience à son paroxysme. Et moi je mange ça, mais dans la nuit qui a suivi, j'étais malade, très très malade, quoi. J'ai perdu 7 kilos dans la semaine. Après, objectivement, j'étais pas dans les conditions optimales pour jouer. Et j'assiste à cette finale qui est épique aussi, hein, face au Stade Français, qu'on gagne. Et là, j'explose. Enfin, je suis content, mais je suis tellement triste de ne pas pouvoir jouer cette finale, dans le sens où tu sais pas quand est-ce que tu vas revenir en fait au Stade de France. Et toi, pour une connerie, en fait, tu passes à côté de ça. En plus, tu gagnes, donc t'es content, mais t'es triste. Et la cerise sur le gâteau, c'est que moi, je devais partir en tournée avec l'équipe de France. Et que Bernard, dans le vestiaire, vient me voir, me dit « Bon, Thierry, je suis désolé, on part en tournée, on va faire 2 matchs face au box et un match face au Wallabies, tu peux pas venir, quoi. T'es trop faible. » Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs professionnels d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Pour ce nouvel épisode, je reçois un grand monsieur du rugby français, 5 fois champion de France, 1 fois champion d'Europe, vice-champion du monde avec les Bleus en 2011, une équipe de France pour laquelle il a porté 80 fois le maillot et été 56 fois son capitaine, un record. Je reçois Thierry Dussautoir. Bonjour Thierry. Bonjour Anthony. Comment ça va ? Écoute, très bien, hein. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que vous pouvez vous abonner aux pages Instagram, Twitter, Facebook d'En Terrain Conquis ainsi qu'à la chaîne YouTube du podcast. Thierry, merci d'avoir accepté mon invitation dans En Terrain Conquis. C'est un honneur pour moi de te recevoir dans ce podcast. Et permets-moi avant toute chose de te féliciter car tu es fraîchement diplômé, je crois, d'une école de commerce de Lyon, l'EM Business School. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Merci. Effectivement, j'ai fait 2 ans d'études qui ont été sanctionnés par un diplôme d'exécutif MBA. Donc, on a été diplômés il y a fraîchement. Donc, c'est un plaisir quand même d'avoir d'avoir fait la démarche et surtout d'avoir réussi d'aller jusqu'au bout de cette démarche-là. Mais c'est Fred Michalak et Seb Chaval qui m'en ont donné l'idée, qui ont ouvert le premier, cette voie-là. Eh bien, à 41 ans, en tout cas, ça force le respect de repartir dans les cours. Ouais, mais tu sais, moi je pars du principe qu'il y a pas d'âge pour apprendre, c'est quelque chose qui s'arrête jamais. Je suis d'une nature curieuse, j'aime vraiment apprendre. Et je pense que surtout quand on s'est hyper spécialisé dans un domaine pendant une vingtaine d'années, donc en l'occurrence le rugby, c'est important aussi d'accepter de repartir à l'école, apprendre certaines bases et apprendre les codes dans notre secteur d'activité. Quand je parlais de ton palmarès, j'ai encore l'impression que c'était hier. Et pourtant, mine de rien, ça va bientôt faire 6 ans que tu as arrêté. Je me fais exactement la même réflexion. Hein, tu vois, des fois, tu te vois pas vieillir et tu te dis, putain, ça fait déjà 6 ans, quoi. Ça fait 6 ans que le temps passe vite. Mais le fait que ce soit passé aussi vite, quelque part aussi, je me dis que c'est bon signe. Ça veut dire que ces 6 années ont été bien remplies. Effectivement, on peut enlever 1 an et demi, 2 ans de Covid. Mais mis à part cela, j'ai pas eu de moment où je me suis... j'étais nostalgique ou j'ai tourné en rond, j'ai tout de suite pris le parti de tout de suite bosser, tout de suite après le coup de sifflet final. Et aussi, je l'avais préparé. Donc, si tu veux, ça m'a facilité, mon choix d'arrêt de carrière, mais aussi ça m'a redéfini de nouveaux objectifs. Et c'est super, quoi. J'en suis très heureux. T'as jamais retouché le ballon depuis ces 6 ans, même pas un petit entraînement avec des copains ? Je suis invité parfois sur des événements, donc c'est du toucher ou par exemple il y a le water rugby de Yann Delec. Finalement c'est plus un prétexte pour se retrouver les anciens coéquipiers, les anciens adversaires, mais en tout cas partager autour de notre passion. Mais toutes les sollicitations que j'ai pu avoir pour faire du rugby, plaquer et tout ça, je les ai toutes refusées parce que j'ai aucune envie de me faire plaquer, d'avoir mal à nouveau. Mais sincèrement, t'as déjà donné. Ah oui, mais j'ai même du mal à comprendre certains de mes anciens coéquipiers, tu vois, qui répondent avec énormément d'appétit à toutes ces sollicitations. Parce que moi, franchement, j'ai aucune envie d'avoir des chocs à nouveau. Si tu me le permets, je vais synthétiser ta longue et belle carrière. Comme je le dis toujours, si je fais la moindre erreur, t'hésites pas à me renvoyer dans mes 22 mètres. Ton premier club professionnel est Périgueux, en Pro D2. Non, c'est pas ça. Déjà, ça commence bien. Non, Périgueux, j'ai joué 1 an, mais en Réchelle. D'accord. J'étais junior. Et mon premier club de rugby, donc chez les amateurs, du coup, où j'ai pris ma première licence, c'est un club qui s'appelle Trélissac. Qui est dans la banlieue de Périgueux, où j'ai fait 2 ans, j'ai fait 1 année à Périgueux. Et ensuite, je suis parti à Bordeaux. À Bordeaux. J'ai intégré CABBG. Voilà. Et c'est à l'issue de ma première année au CABBG
que j'ai signé mon premier contrat pro. Donc mon premier club professionnel, c'est le CABBG. Donc tu découvres la première division à Bordeaux-Bègles. C'est ça. En 2001. Tu as alors 20 ans. Le club girondin descend en 2003 et tu fais tes valises direction Colomiers qui descend à son tour. Alors après une petite saison en Haute-Garonne, tu repars en Aquitaine, au Pays Basque, précisément au Biarritz Olympique, pour lequel tu joues 2 saisons et glanes 2 boucliers de Brennus, de quoi inciter le sélectionneur de l'époque Bernard Laporte à te sélectionner et à te donner ta première sélection contre la Roumanie. Et c'est avec ce statut de double champion de France en titre et néo-international que tu débarques au Stade Toulousain, le club majeur de ta carrière, puisque tu ne bougeras plus. En 11 ans là-bas, tu gagneras 3 boucliers de Brennus en 2008, 2011 et 2012, une Coupe d'Europe en 2010 et tu atteindras la barre des 80 sélections avec le 15 de France. Et la belle histoire avec Toulouse se termine en 2017, année où tu prends ta retraite sportive. Bon, est-ce que j'ai rattrapé le coup? Est-ce qu'on est bon là? Ouais, parfait. Bon, parfait. Alors si on est bon, on va poursuivre sur ce qui t'a amené à être rugbyman. Et c'est pas venu tout de suite. Ton premier sport, c'est le judo, je crois, que tu découvres à 4 ans en Côte d'Ivoire, ton pays natal. Tu as vécu là-bas tes 10 premières années de vie. Quel souvenir tu gardes de ce morceau d'Afrique que tu as connu? Fait une partie intégrante de ma vie. Ma mère est ivoirienne, mon père est français. Ma famille française, ma famille paternelle a toujours été intimement liée à ce pays parce que mes grands-parents sont installés en 1949 en Côte d'Ivoire, donc ça remonte. Donc, mon père et mes oncles et tantes ont toujours eu un rapport très affectif, très charnel avec ce pays. Lorsque mon père a commencé à bosser en tant qu'enseignant, il a la chance d'avoir une affectation en Côte d'Ivoire et c'est là où il a rencontré ma maman. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est une partie de moi. Donc évidemment, souvent on te demande, t'es plus ivoirien, t'es plus quand t'es métis ou tes parents n'ont pas la même nationalité, ça tu poses vraiment pas la question, quoi. Et en termes de souvenirs, la Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte de cela l'autre jour, c'est tous mes souvenirs de Côte d'Ivoire en réalité, sont datés, quoi. C'est mon enfance, c'est toute la période avant mes 10 ans. C'est l'époque de l'insouciance, donc moi j'ai une enfance très très heureuse là-bas avec les week-ends dans la plantation de mes grands-parents. Chaque fois que je repense à la Côte d'Ivoire, c'est avec beaucoup d'affection. Et malheureusement, je n'y retourne pas suffisamment, comme autant que je le devrais. Mais en tout cas, chaque fois que j'y vais, j'ai mes amis et la famille. C'est toujours génial. Tu arrives en France avec ta famille donc à l'âge de 10 ans. Le point de chute est Périgueux, en Dordogne. On est dans la France dite profonde, du terroir. Est-ce qu'il y a un choc des cultures pour toi quand tu arrives? Ouais, c'est en pleine diagonale du vide. Ouais, il y a clairement un choc, mais je pense pas que ce soit parce que c'est Périgueux en particulier. Le décalage aurait été aussi important dans une grande ville. Après, c'est vrai que dans la ville à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Noirs et de Métis. Ouais, la diversité elle est moins présente, on va dire. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais j'ai ressenti la différence plutôt à l'école où moi déjà j'avais un accent ivoirien, donc ça provoque la curiosité, les questions. Les codes aussi, la façon de s'adresser aux enseignants. Moi, j'étais assez choqué parce que je trouvais qu'il n'y avait pas tant de respect que cela pour les enseignants, alors que là-bas, j'ai été éduqué. En plus, j'étais dans une école privée chez les sœurs, donc tu plaisantais pas avec la discipline et le respect de l'enseignant. Là, c'était beaucoup plus cool, quoi. Donc, le décalage était important, le climat aussi, parce que on venait régulièrement en France, mais on avait ce côté un peu exotique de la France où c'était l'été et dès que il faisait bon, quoi. Voilà, donc, c'était pas décembre. Non, mais même septembre, quoi. Nous on repartait vite en Côte d'Ivoire commencer l'année scolaire. Les premières températures qui baissaient, moi ça m'a secoué quand même. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font que, puis aussi il y a le déracinement, c'est-à-dire que c'est un déménagement qui a été subi parce que mon père a été muté, a été rappelé par la France, donc il devait revenir exercer en France. Donc c'est un truc que toute la famille a subi finalement. Donc ça a été des premières années à Périgueux ont été difficiles pour toutes ces raisons. Quand tu parles d'accent, quand tu parles, ça s'entend pas particulièrement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de dissimuler Non, parce que j'ai un côté caméléon en fait. C'est-à-dire que t'adaptes. C'est-à-dire que je m'adapte. Si je reste trop longtemps dans un endroit, j'ai tendance à apprendre les intonations. Et si là, tout à l'heure, là, on termine et tu me mets parmi des Ivoiriens, je vais très rapidement reprendre l'accent ivoirien. Donc, c'est pas quelque chose forcément que j'ai recherché, mais c'est vrai que c'est l'un des premières. Quand tu arrives dans un groupe, la façon de t'exprimer déjà qui fait le premier rapport entre des individus. Et déjà, tu marques une différence au-delà de ta couleur de peau ou quoi que ce soit.
Et c'était pas tant ma couleur de peau. Le sujet, c'était juste la différence, quoi. Et ce que je peux comprendre. Est-ce que des fois, tu as pu te heurter à certaines difficultés, vu que tu parlais du manque de diversité, certains esprits un petit peu plus fermés qui... Oui, bien sûr, mais après, en cela, j'ai rien d'original, tu vois. Des cons, il y en a partout. Heureusement, pour moi, j'en ai rencontré bien plus de gens intéressants que des aboutis pareils. Mais effectivement, oui. Jusque dans le rugby, après, ça arrivait ou... Dans le rugby, ouais. Dans le rugby, surtout quand j'ai commencé à jouer. Après, le rugby a cela d'intéressant qu'il permet de régler quand même les soucis assez rapidement sur le terrain. Oui, c'est ça. Donc, en général, j'ai des arguments pour couper court à ce genre de choses. Donc, ça allait après. J'ai mon meilleur ami qui est métis, lui, pour le coup. Il est métis, mais son père est antillais. Il a été clé dans l'apprentissage du rugby parce que c'est lui qui m'a amené un jour, c'est lui qui m'a amené aux entraînements. Et j'ai beaucoup souffert. Un jour, je me rappelle, on avait joué dans une petite ville là, en Dordogne et c'est vrai que c'était les insultes, elles venaient du bord. En plus, c'était une personne âgée, donc c'était assez choquant, tu vois. Tu savais pas, tu avais le respect, donc tu pouvais pas répondre, mais en même temps, tu dis, mais et je parle d'un truc qui a eu lieu il y a 25-30 ans. Ouais, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'en parlait peut-être pas autant que maintenant, où le moindre incident, maintenant, ça va de suite être mis en lumière. Tant mieux. Oui. Et si ça peut faire évoluer aussi les mentalités. Après, tu as toujours t'as celui qui fait par ignorance, celui qui fait par haine, et puis celui qui fait aussi par bêtise parce qu'il veut te provoquer ou quoi que ce soit, mais c'est pas la bonne méthode si tu veux déstabiliser ton adversaire de dire ce genre de choses. En Dordogne, tu poursuis dans le judo et tu fais même des championnats de France, t'es assez sérieux. Et ouais, j'avais un très bon niveau au judo, enfin un très bon niveau, c'est relatif, hein. Mais j'étais performant au niveau régional. Après au niveau national, j'ai fait une fois les championnats de France, mais bon, j'ai pas persévéré dans cette voie-là parce que j'ai fait du rugby un peu plus sérieusement après. Mais c'est le rugby, c'est la pratique du rugby qui m'a aidé à être meilleur au judo parce que j'avais un gros souci, j'étais un bon judoka. En revanche, j'arrivais pas à avoir le rendement en compétition parce que je perdais mes moyens en fait. Je perdais mes moyens, le stress. Ouais, le stress, le fait d'être face à l'adversaire, d'être face à être face à toi-même aussi quelque part. J'arrivais pas à gérer cette émotion-là, j'arrivais pas à... Étant donné que les compétitions, t'en faisais 4-5 dans l'année, j'avais pas la récurrence qu'il peut y avoir au rugby. Et moi, le fait d'avoir faire un match tous les week-ends, ça m'a permis de banaliser finalement l'acte de compétition. Et ensuite, le fait de trouver dans ma place dans un groupe, d'être respecté pour mes qualités et ce que je pouvais apporter à l'équipe, ça m'a donné énormément confiance. Et vice-versa, en fait, le judo m'a aidé dans ma pratique du rugby. Déjà, dans l'appréhension des contacts. Donc moi, j'avais absolument pas peur du contact. Très, très rapidement, dans les plaquages, j'allais chercher mes adversaires. Donc ça impressionnait, mais bon, pour moi, c'était c'était normal. Je faisais plus de prises de judo d'ailleurs sur mes premiers matchs que de plaquage, et ça m'a permis déjà de gagner du temps. Et aussi dans ma concentration avant match, le fait de me recentrer, d'être discipliné, d'être vraiment concentré sur mes tâches. Et ça, c'est le judo qui me l'a apporté. Tu vois, j'ai jamais eu besoin de mettre un grand coup de tête à un adversaire un coéquipier pour monter l'agressivité, quoi. Bah, du coup, j'en reviens à ma question initiale. Comment tu arrives au rugby? Parce que tard, du coup. Ouais, j'arrive au rugby, je dois avoir 15-16 ans. Et c'est mes potes là qui... en fait, on était tous dans le même lycée. On était copains, mais ce que je remarquais, c'est que le lundi, c'était un peu le débrief du week-end. Tu vois, ils jouaient tous dans des villages autour de Périgueux. Et en fait, ils se rencontraient le samedi. Et donc le lundi, ils parlaient du match, ils débriefaient l'ensemble. Et moi, j'étais un peu exclu de la conversation, donc ça me semblait super intéressant, super marrant. Mais j'avais rien à dire, quoi. Et un été, ils m'ont dit non, mais t'es costaud, ils m'ont fait chier, quoi. Après ça, je me suis dit ouais, viens. Et j'ai fait mes premiers entraînements avec les affaires des uns et des autres, et en cachette surtout. Parce que ma mère voulait pas, elle voulait pas que je fasse du rugby, quoi. Donc mes premiers entraînements, je les ai fait en cachette. À ce moment-là, tu n'imagines pas faire carrière dans le rugby professionnel. J'ai cru comprendre que tu rêvais de devenir pilote de chasse. Ouais, oui, moi je suis un grand fan de bande dessinée. Et l'un de mes héros, de mon enfance, c'est Buck Danny, c'est un pilote de chasse. L'histoire commence à la veille de la Deuxième Guerre mondiale et c'est un héros quelque part intemporel qui suit avec ses acolytes l'évolution de l'aéronautique, mais aussi des situations géopolitiques mondiales. Et donc comme moi j'adorais ce personnage-là, je me projetais, quoi. Et je me disais, moi, quand on me posait la question, me disait qu'est-ce que tu veux faire, je veux être pilote de chasse. Et d'ailleurs
J'avais l'ambition à 14-15 ans d'intégrer les cadets de l'air et même c'est ma mère qui m'a dit écoute, tu sais, parce que elle avait une expérience militaire, parce que ma famille maternelle avait quelques militaires, elle m'a dit bon écoute, tu passes ton bac et après tu feras ce que tu veux, mais laisse-toi le temps de mûrir la décision, quoi. Et voilà, elle a eu raison parce que finalement j'ai choisi autre chose, j'ai choisi autre chose. Et donc oui, je voulais être pilote de chasse. Donc qui dit pilote de chasse dit études quand même assez Poussé. Hein. Tu démarres le rugby, tu l'as dit, à 16 ans. Et à 18 ans, tu arrives dans un club qui a un statut professionnel. Le CA Périgueux, le club de ta ville, avec des gamins qui, pour beaucoup, font du rugby depuis tout petit. Ils te regardaient pas comme des ovnis, tes coéquipiers, toi qui étais assis à côté d'eux avec seulement 2-3 années de rugby derrière et qui arrive en équipe première assez vite. Écoute, ils ne savaient pas. Hein. Ouais. Pour la majorité, ils ne savaient pas trop. Ils m'identifiaient plus comme un Trélissacois qui arrivait à Périgueux. Bon, après, on arrivait en force, on était quelques-uns. Et je trouvais l'idée assez intéressante à l'époque, c'est-à-dire qu'ils avaient regroupé pendant une catégorie d'âge. C'est une mini-sélection en réalité. Vous avez les meilleurs jeunes de la région. C'est des gars qui venaient de Bergerac, de Ribérac. Enfin bon, c'était une sélection de la Dordogne finalement. Et dans une catégorie d'âge, je faisais partie des meilleurs. Voilà. Puis il y a les gens du cru aussi, les traditionnels, ceux qui avaient toujours porté les couleurs bleu et blanche. Donc ça a été court, mais c'était plutôt sympa. Et jamais on m'a renvoyé à mes manques d'expérience rugbystique. Pour le coup, ce que je trouve bien dans le sport général, sport de haut niveau, c'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut. La réalité, elle est sur le terrain, quoi. Donc tu es jugé quand même sur pièce. Quelle que soit ton expérience, ton origine, à un moment, il faut délivrer sur le terrain. Et donc, comme ça se passait bien, il n'y a aucun problème. Ton début de carrière, il est marqué, très marqué même par tes études, que tu suis de façon poussée, puisque il n'y a pas qu'au rugby que tu es un virtuose, hein, bac à 17 ans, école d'ingénieur. Et ça a même conditionné ton choix de changer de club pour te rapprocher de ton école, c'est bien ça ? Oui, parce que quand j'étais à Périgueux, ce qui m'a fait rester à Périgueux, à l'époque en tout cas, il n'y avait pas beaucoup d'options. Soit on allait à Limoges, soit on allait à Bordeaux faire des études supérieures après le bac. Moi, j'avais toujours ce rêve, tu vois, cette utopie d'être pilote de chasse, mais bon, j'étais pas décidé. Je pouvais pas me permettre d'aller faire une année pour rien dans une autre ville parce qu'économiquement, ça aurait été difficile pour ma mère de soutenir ça. Donc j'ai posé mon dossier pour être rentré en prépa dans mon lycée, donc j'ai fait une maths sup. Mais maths sup, ça me plaisait pas parce que il y avait le rythme certes, mais je voulais faire des études, mais je voulais faire du sport aussi. Et tous les lundis, je me rappelle en colle de chimie, le prof du sautoir, ça se voit que vous n'avez pas bossé ce week-end. J'arrivais, au-delà de mes performances au tableau, j'avais un cocard. Enfin c'était clair que, et pourtant j'avais bossé, tu vois, j'ai mon meilleur ami, il m'en repart souvent. Hein. Je me levais à 5h du mat pour bûcher et tout ça. Mais bon, bref, j'avais cette pression-là en supplémentaire, celle des études, qui ne me plaisait pas. Donc, ils m'ont autorisé à passer en maths P. Mais très vite, j'avais identifié par d'autres potes qu'il y avait un autre circuit pour entrer en école d'ingé. Parce que là, pour le coup, j'avais commencé à abandonner le rêve de pilote de chasse. Mais ingénieur, ça me plaisait bien. Il y a un secteur d'activité ingénieur des matériaux. Ma réflexion était la suivante, tu vas faire de bonnes études, mais en plus tu peux travailler dans un secteur d'activité qui te permettra d'être proche du sport. Tu vas travailler dans une boîte qui fera faire des produits techniques pour des pompes, des skis, des choses comme ça. C'était le bon compromis. Exactement. Je me suis dit, un truc qui pourrait te plaire dans tout ce que tu pourrais faire. Donc, l'une des façons de le faire, c'était de faire un doc particulier à Bordeaux. Et donc il fallait que je parte à Bordeaux. Et ça devenait compliqué de jouer à Périgueux, aller à Bordeaux. Enfin bon, puis il me facilitait pas forcément les choses au CAP. Et j'ai un copain à l'époque, Marc Boucher, qui avait passé les tests pour entraîner le centre de formation du CABBG. Et lui aussi, pareil, un peu comme mes potes 3 ans avant. Il m'a dit, viens. Je dis, demande-leur. J'ai fait la démarche. J'ai dit, est-ce que mon pote Thierry peut venir? Et comme on avait fait des matchs face au CABBG qui m'avaient marqué déjà, on m'a dit, ouais, viens. Ouais. Et donc là, j'ai passé à les tests. Ouais. Tes journées, à ce moment-là, entre les entraînements et les cours, ça devait être interminable. Fallait une sacrée dose de détermination quand même pour mener les deux de front. Encore une fois, la première année, moi, si tu regardes depuis le début de mon histoire rugbystique, je crante à chaque fois, tu vois, je monte d'étape, mais ça fait pas partie d'un plan de carrière. Je monte parce que je suis compétiteur, j'aime ça, tous les week-ends, je veux être meilleur. Mais je me dis pas, je veux être professionnel de rugby, c'est pas mon plan. Si ça vient, c'est génial, mais moi, mon objectif, c'est d'avoir un diplôme, en fait.
Et quand je vais à ma première année au CABVG, c'est surtout que je suis nourri, logé, et il me file un ticket. Donc en fait, je suis complètement indépendant. Je peux financer mes études. Donc tu vois, c'est pas du tout, à la différence de pas mal de gars qui étaient avec moi au centre de formation, je n'arrive pas du tout avec le même état d'esprit. Donc la première année, elle est surtout orientée vers mes études. Et comme je suis en junior échelle, on a plus d'entraînement que la majorité des jeunes de notre âge, mais on n'est pas professionnel non plus, quoi. Donc la première année, je peux suivre mes études. C'est à l'issue de cette première année-là où je signe mon premier contrat pro. Là, ça devient un peu plus difficile. Mais bon, étant donné que j'étais formaté comme ça, j'ai voulu aller au bout de la démarche et te dire, moi, à la maison, ma mère me demandait pas comment ça s'est passé ce week-end face à Pau, Castres, rien à faire, quoi. C'était comment ça s'est passé le contrôle Ouais, comment se sont passées tes études, tu vois. Ma mère, elle avait joué pour la première fois, je jouais à Biarritz. Ah oui, donc c'était plus tard. Mais non, mais mon premier match de rugby. Ah oui, c'est-à-dire en jeune, elle était... Ah non, mais voilà. Entre le moment où je commence à Trélissac et le moment où elle vient au BO, je ne me rappelle plus, c'était en 2005. Ouais, on a 8 ans. Elle n'a jamais vu un match de rugby. Donc c'est pour te dire que son sujet de conversation, c'était pas savoir si on avait gagné ou si c'était bien passé, quoi. Ah ouais. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais l'entraîneur qui te lance en première division, c'est un certain Christian Martinez. Alors c'est Christian Martinez, surtout Christophe Reit. Christian Martinez, il me met dans l'effectif, effectivement, et je commence à jouer. Mais il y a vraiment une évolution quand Christophe Reit reprend l'équipe. Et lui, il m'installe en tant que titulaire. Donc à 19-20 ans, je suis titulaire au CABVG, quoi. Donc, quel souvenir tu gardes de cette époque bordelaise ? C'était génial. C'était génial. J'étais avec des gars qui je suis encore en contact. Michel Macurdy, Olivier Dumandé. Christophe Lossuc. Il y avait Christophe Lossuc sur la dernière année. Sur la dernière année, il était arrivé au Stade Français, mais encore avec un statut. Il a apporté la caution du haut niveau, quoi, à cette époque-là, parce que c'était une période où il y avait aussi l'histoire Bissou qui était arrivé, il y avait Richard Doute. Enfin là, c'était des noms qui voulaient renforcer, qui amenaient de l'épaisseur finalement à l'équipe. Mais bon, franchement, c'était génial. En plus, j'étais le petit jeune. Avec Simon Azoulay, on était tous les deux de Périgueux. Lui, il avait plus d'expérience que moi, mais on était un peu les mascottes de l'équipe. Et j'ai beaucoup d'affection pour cette période-là parce qu'ils m'ont vraiment, les Paul Bert, ils m'ont vraiment aidé à me sentir bien dans l'effectif et à prendre mon envol au haut niveau. En 2003, le CA Bordeaux-Bègles-Gironde est rétrogradé en Pro D2. Mais toi, tu n'as pas envie de repartir en D2 et c'est Colomiers qui te donne l'opportunité de rester parmi l'élite. En fait, c'était pour faire du repérage pour une future signature au Stade Toulousain que tu allais là-bas. Alors, je crois que c'est 1 ou 2 mois avant la fin de la saison, et plusieurs semaines avant, il y a mon agent qui me dit ouais, écoute, j'entends des bruits un peu particuliers sur la santé financière du club. On va aller rendre visite à des clubs. Il y a un club qui pourrait être intéressé parce que c'était déjà assez tard quand même à l'époque pour les transferts. Pour être intéressé par ton profil, il s'agit de Colomiers. Bon, moi, j'y vais pas trop motivé, tu vois, entraînant des pieds, en me disant, moi, je veux rester à Bordeaux, quoi. Je te dis, j'ai une équipe géniale. Il y a Laurent Armand, enfin bon, il y avait que des gars géniaux. Et donc, j'y vais, je rencontre les dirigeants, ça se passe plutôt bien, je rentre, sans volonté réelle de donner suite. Et c'est 2-3 semaines avant la reprise, j'ai un appel de mon agent, il me dit, voilà, le club descend, malheureusement, et il faut que vous partiez, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'alléger la masse salariale. Donc là, ils repartent sur un autre projet. C'était un tremblement de terre pour moi, parce que moi, déjà, je ne m'imaginais pas là. J'étais en école d'ingénieur là. Et en fait, très rapidement, il a fallu que je pivote. Colomiers était toujours intéressé. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec l'effectif de Colomiers sans vraiment m'être préparé psychologiquement à ça. Et c'est vrai que les premières semaines étaient compliquées, quoi. Tes 2 premières expériences en première division sont Bordeaux, qui va mal financièrement et qui est rétrogradé, et Colomiers qui ne va pas bien non plus financièrement et qui est aussi rétrogradé. C'est quoi le sentiment qui domine pour toi à cette époque que tu es un peu chat noir ou que le rugby français c'est un peu un fauché qui veut faire le riche? Ah mais c'est surtout, j'étais un super chat noir, quoi. super chat noir, et on en rigolait avec mon agent à l'époque. On dit, et lui il me disait, il était gentil, tu vois, il me disait putain, je suis désolé pour toi. Ça arrive, tu vois, je voyais bien qu'il c'est bon. Ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent. Je dis putain, mais ça arrive pas souvent, mais c'est sur ma gueule quand même. Et en fait, l'année à Colomiers, elle est terrible en réalité, quoi. Elle est terrible parce que à l'issue de l'année, on a double rétrogradation, financière, administrative.
Au mois de mars, je me blesse gravement au genou en France face à l'Angleterre, je me rappelle à Perpignan. Et le président de l'époque, Michel Bendichou, décède. Début d'année. Ouais, en début d'année, je me rappelle, ils ont joué contre Castres. Il a le malaise tout de suite après. Donc, c'est une année, mais terrible. Et voilà, donc c'est cette année-là, autant pareil, on avait une belle équipe avec des gars avec qui je suis encore en contact et c'était super, mais tout le reste, c'était à jeter, quoi. Et le paradoxe, c'est que sportivement, en fait, tu exploses aussi et c'est aussi ce qui amène Biarritz, un club bien plus huppé à l'époque, à venir te chercher. Ouais, c'est vrai que sportivement, ça se passait bien et c'est vrai que malgré ma blessure, avec un retour quand même qui était incertain parce que c'était une blessure assez importante à l'époque au genou. Les croisés? Croisé postérieur qui n'opérait pas, mais là ils ont dû opérer parce que j'avais en plus un ménisque qui pétait. Et à l'époque c'était pas anodin, quoi. Donc le chirurgien m'a dit bon ben je t'opère, mais bon, on verra bien comment tu reviens, quoi. Ouais. Et donc j'ai mis du temps à revenir. Et c'est vrai que lorsque j'ai fait le choix de signer au BO, on me disait mais t'es un malade en fait. En plus, à l'époque, c'était un gros recrutement, c'est l'époque des Galactiques. Bon, moi, je faisais pas partie des Galactiques, mais bon, j'étais plutôt, j'avais plutôt une étiquette de porteur d'eau, finalement. Mais je m'en fichais parce que pour moi, c'était le test ultime, tu vois. Tu te dis, bon, je vais dans cette équipe-là, je tente ma chance. Et si ça fonctionne pas, ben, finalement, le rugby du haut niveau n'était pas pour moi, quoi. Moi, mon ambition, c'était jouer au plus haut niveau possible. Donc j'avais cette opportunité-là, je l'ai saisie, même si j'y allais pas avec dans les meilleures conditions. Et comment ça se passe justement à l'époque, t'es pas le grand international confirmé que t'es devenu après. T'arrives dans un vestiaire avec de grandes stars, Ouais. tu l'as dit. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'impressionnait d'ailleurs un peu plus que les autres? Le meilleur joueur à l'époque au poste, c'est Serge Betsen, surtout dans sa capacité à répéter les efforts, à toujours mettre de la pression sur les adversaires, à gratter, plaquer. Donc oui, c'était le troisième ligne de cette époque-là. Mais après, tu avais Manuel Nordoki, on a le même âge, bon, je le connaissais plus longtemps, mais c'était aussi un grand joueur d'équipe de France. Tu avais Thomas Lièvremont en troisième ligne. Tu avais Christophe Miller, tu avais Didier Chouchan. Enfin, c'était trouver sa place là-dedans, c'était assez compliqué. Mais après, tu avais Damien Traille, Nicolas Bruce. Tu avais une super équipe. Donc en fait, c'est pas un joueur en particulier, c'est la force d'un effectif. Et si tu veux être témoin de quelque chose de gros qui se construisait en fait. Alors j'avais pas le rôle principal, mais je faisais partie d'une aventure assez importante qui prenait forme sous mes yeux. Oui, parce que c'est le club qui monte à l'époque Biarritz en 2005. Le BO est sacré champion de France au terme d'une finale épique contre le Stade français. Et toi qui as quasiment joué toute l'année, bah, tu peux pas jouer cette finale. Et ça a été un coup dur quand même, non, j'imagine? Ça a été très 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 dur parce que effectivement je joue la demi, je suis remplaçant et avec Guillaume Boussès on va manger des fruits de mer. Quelle connerie, tu vois, c'est le manque d'expérience à son paroxysme. Et moi, je mange ça, mais dans la nuit qui a suivi, j'étais malade, très très malade, quoi. J'ai perdu 7 kilos dans la semaine. Ah ouais? Ah ouais, j'étais... Les fruits de mer, ils étaient pas frais. Hein. Ah ben là, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et il était gentil, le doc, parce que du coup, on avait voyagé, on était allé à Paris, donc à Chantilly, là. Déjà dans l'avion, je grelottais, j'avais la fièvre et tout. Mais tous les jours, il venait me voir, il me dit non, mais tu vas jouer, t'inquiète pas, tu vas te remettre. J'ai dit, ah, t'es sûr? Parce que je me sens vraiment pas bien. J'ai dit, non, mais t'inquiète pas, ça va aller mieux. Tu vois, il essayait de me remonter le moral. Jusqu'au jeudi, là, il me dit, non, mais là, en fait, on va arrêter les conneries. Non, tu vas pas jouer, malheureusement. Donc, moi, déjà, ça m'a mis un sacré coup. Mais après, objectivement, j'étais pas dans les conditions optimales pour jouer. Et j'assiste à cette finale qui est épique aussi, hein, face au Stade français, qu'on gagne. Et là, j'explose. Enfin, je suis content, mais je suis tellement triste de pas pouvoir jouer cette finale. Oui. Dans le sens où tu sais pas quand est-ce que tu vas revenir en fait au Stade de France. Je me dis putain, mais moi je suis pas. Tu te disais ça déjà à l'époque? Bah je savais pas. Ouais. C'est tellement dur d'arriver en finale. T'arrives là, c'est magnifique et tout. Et toi, pour une connerie, en fait, tu passes à côté de ça. En plus, tu gagnes. Donc t'es content, mais t'es triste. Et la cerise sur le gâteau, c'est que moi je devais partir en tournée avec l'équipe de France. Et que Bernard, dans le vestiaire, vient me voir, me dit bon Thierry, je suis désolé. On part en tournée. On va faire 2 matchs face au box et un match face au Wallabies, tu peux pas venir, quoi. T'es trop faible. Là, tu te poses beaucoup de questions et c'est terrible parce que c'est un moment joyeux d'une carrière, mais compliqué à gérer, quoi.
Moi, j'imagine que depuis ce moment-là, les fruits de mer, tu dois aller regarder de très loin. Et l'année suivante, nouvelle déception, tu perds une finale de Coupe d'Europe contre le Munster, mais qui est vite compensée par la grande satisfaction de gagner la finale du championnat. Et cette fois, tu es sur le terrain et tu remportes cette finale. Est-ce qu'en termes d'émotion, justement après ce que tu as vécu, cette déception-là de ne pas avoir pu participer à la finale d'avant, ce premier titre, c'est resté peut-être le plus fort pour toi? Je sais pas si c'est le plus fort, mais c'est vrai qu'il était chargé en émotion. Il est chargé en émotion parce que je partais du BO. C'était mon dernier match. La demi-finale, je l'avais faite en tant que remplaçant, donc il n'était pas écrit finalement que je joue la finale, mais les entraîneurs me font confiance pour ce match-là. Et c'est surtout face au Stade Toulousain, quoi. Et le Stade Toulousain, c'est l'équipe dans laquelle je vais. Donc le fait de gagner ce match-là, ça m'a donné une bonne carte de visite. C'est particulier quand même. Hein. Ouais. Puis en plus, on gagne de 40 points. Oui. Donc c'est une belle victoire. Tu vois, cette victoire-là, j'en suis très fier, mais je suis très heureux. Elle m'a beaucoup servi, cette victoire, dans mes discussions avec Guy Novès dans les années qui ont suivi. Des fois, parce qu'il est très, très chambreur, Guy. Donc, c'était bien d'avoir un peu cet as dans la manche, là, lui sortir de temps en temps, que bon, ça s'était plutôt bien passé ce jour-là. Mais tu vois, là, en parlant avec toi, je me rends compte que ma carrière, finalement, est jalonnée de moments très particulier finalement. Il y en aura d'autres dans l'avenir, mais c'est vrai que le fait de jouer cette finale là face au club dans lequel je vais jouer l'année qui suit et de gagner de façon si large, ça arrive pas souvent, quoi. Non, c'est clair. Mais d'ailleurs, comment se font les contacts avec le Stade Toulousain et qu'est-ce qui te convainc finalement de changer de vie une nouvelle fois et de changer de club parce que tu pars du club double champion de France en titre? Oui, c'était une grosse réflexion pour moi parce que effectivement à l'époque tout allait bien pour le BO. Tu étais au début comme je te disais, d'une histoire. Et quelle histoire, hein. Quand je prends la décision de partir, on n'est que champion de France en 2005. On avait fait la demi-finale Coupe d'Europe. Mais tu sentais que cette année-là, on était vraiment costaud, quoi. Très 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 costaud. Et que on n'est jamais assuré de gagner un titre. Mais en revanche, on était vraiment des prétendants légitimes cette année-là. Et quand je prends la décision, je l'annonce, c'est vrai que tout le monde dit encore une fois que je suis un fou, quoi. Pourquoi tu vas à Toulouse, t'es bien au BO, de toute façon tu joueras jamais au Stade Toulousain. En plus c'est une équipe qui est sur le déclin, tout ce qu'on peut entendre pour décourager. Et ce qui m'a donné envie de jouer au Stade Toulousain, c'est déjà le fait que ce soit le Stade Toulousain. En ayant été joueur de Colomiers, j'ai vu ce qu'il y avait autour de ce club-là dans la région. Je pense aussi l'imaginaire, sans même être comme on l'a expliqué un peu plus tôt, un grand fan de rugby. Quand tu t'intéresses au sport, dans les années 90, tu as été forcément marqué par le bouclier qui a été présenté au Capitole. Donc ça a marqué vraiment mon inconscient. Et j'ai aussi la curiosité de connaître le système toulousain, un peu la potion magique finalement qui faisait que tu pouvais être performant dans la durée comme ça. Enfin, un club pouvait être performant dans la durée comme ça. Et il y a aussi le côté pour le coup, stratégique où je me suis dit aussi pour mon après-carrière, ça va être mieux. J'ai avoir plus d'opportunités professionnelles et je peux commencer à prendre des contacts dès maintenant pour l'après, quoi. Ah oui, tu pensais déjà à ça. Avant d'arriver à Toulouse, tu connais ta première sélection contre la Roumanie, où tu marques d'ailleurs. Enfin, on a envie de dire, puisqu'apparemment, tu l'as dit, tu as eu des petits pépins qui t'ont empêché de connaître ce moment avant et tu devais avoir une envie assez folle de goûter à Oui, ça. parce que en histoire équipe de France, donc je te disais en 2005 je suis convoqué, je n'y vais pas. Je suis convoqué en 2005 en tournée de novembre, j'y vais pas, je me fais une entorse en Coupe d'Europe. Donc déjà ça faisait deux opportunités qui me passaient sous le nez. Je suis appelé en 2006, donc cette première tournée en Roumanie et en Afrique du Sud. Donc effectivement c'était un petit terrain là à Bucarest. Mais moi je m'en foutais en fait du lieu, quoi. Je portais juste les maillots d'équipe de France et je marque. C'est pas arrivé souvent, donc pour une première sélection, c'est bon. Ouais, pour la sélection, mais après j'ai très très peu marqué de toute façon dans ma carrière en général, encore au moins en équipe de France. Mais c'est surtout qu'on part en Afrique du Sud la semaine d'après. Et là au bout d'un quart d'heure je me blesse, quoi. Je me fais démonter par Osurant. T'as pas eu beaucoup de chance au début de ta carrière finalement. Ouais, mais tu vois, c'est souvent parce que tu vois, sur la fin de ma carrière, j'ai eu beaucoup de réflexions en disant ouais, mais t'as été ma carrière, mais t'as eu beaucoup de chance, t'as été épargné par les blessures. Et là, ces personnages, je dis mais ma carrière, elle a commencé pour vous à quel moment en fait tu vois, parce que toi tu le portes, si ta mémoire peut avoir un trou de mémoire et oublier certaines périodes, ton corps finalement il te le rappelle, tu vois.
Donc je suis tout à fait conscient que j'ai eu effectivement la chance de revenir de ces blessures-là, parce que pour certaines c'était assez compliqué, et que ça n'a pas été un parcours rectiligne ou tout m'a souri, quoi. C'est ainsi que naît ta belle histoire avec l'équipe de France, qui connaît en 2007 un tournant, puisque tu accroches le wagon de la Coupe du Monde, un peu in extremis d'ailleurs. Et durant cette compétition, tu t'illustres particulièrement lors de ce fameux quart de finale contre les All Blacks, dont on te parle tout le temps. Vous les battez, toi tu exécutes, alors je sais pas s'il y a ce chiffre de 38 plaquages, mais c'est extraordinaire. Avec le recul, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après ce match dans ta carrière et dans ta vie d'homme ? Oui, clairement, c'est vrai que dans ta carrière, il y a des matchs, il y a des campagnes finalement qui balisent le parcours. Et c'est vrai que ce match face à la Nouvelle-Zélande, il est important pour moi parce finalement il me révèle sur la scène internationale en réalité. Pour certains Français, j'avais un moins de 10 sélections, je commençais tout juste, j'étais pas forcément connu du grand public. Et ce match-là, il est important parce qu'au-delà de la performance individuelle, c'est une performance collective, c'est le contexte aussi. Souvent, on parle des matchs qui marquent l'imaginaire des personnes. C'est pas tant la performance que tu peux réaliser à un instant T, c'est tout le contexte, tout ce qui va avec. Et je pense que le fait de jouer un quart de finale en France, de la Coupe du Monde en France, au Pays de Galles, face à la Nouvelle-Zélande, pour une compétition qui avait très mal commencé, avec une défaite l'Argentine. Bah, tout ça rajoute, tu vois, de la tension dramatique, tu vois. Donc, ce haka là que vous venez de défier. Voilà, c'est un ensemble de choses qui font que les gens ils te parlent de ça. Ils te parlent de ça parce que tu as marqué. Après, oui, effectivement, c'est anecdotique, quoi, le nombre de plaquages finalement. Et quand tu regardes le match, tu joues 10 fois ce match-là, tu le perds 9 fois, quoi. Tu n'as jamais le ballon. Et en revanche, peu d'opportunités que tu as, tu marques. C'est ton meilleur souvenir avec l'équipe de France? Avec l'équipe de France Non, j'ai eu la chance de vivre tellement de choses avec l'équipe de France. Donc 2011, c'était très dur, mais ça a été un bon souvenir aussi. Tu as le Grand Chelem aussi 2010. Tu choisis pas, quoi. Tu prends tout le package. Donc c'est vrai que c'est lot de problèmes et de difficultés. Il y en a eu quelques-unes aussi.